voit les prix Nobel et les savants qui feraient trécir voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du vocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher professeur, je m'appelle Wendy du Texas et j'élève une poule. Mes voisins me recommandent d'acheter un guacali pour la protéger. Que dois-je faire? Tu sais, Wendy, ce n'est qu'au cinéma que tirer à l'arme à feu paraît si fastoche. Bah, c'est vrai que ça a pas l'air bien compliqué. Hein. La crosse, le garde-main, la poignée, le canon, le viseur et le silencieux. Hop! Et voilà, ton SDI XR15 M4 Commando est prêt. Vas-y, montre-nous comment c'est simple. Oh! Ah, mes oreilles! Ah, il marche pas, ce silencieux! Bien sûr que si, mais là, on n'est pas au cinéma. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans un silencieux? Du coton pour étouffer le bruit, des chicanes pour détendre le gaz ou du kouign-amann? Eh bien, ce sont des chicanes. Mais comme la vitesse de la balle est supersonique, ça reste super bruyant. Nathanaël, essaye ça. C'est un fusil à pompe Maverick 88. Ouais, comme Terminator! Aïe, mon bras! Oh, zut alors! Et comment il fait, je parti? Terminator mesure 1m88 et pèse environ 300 kg. Ça aide. Dans la réalité, on ne tient jamais cette arme comme ça. Ah, mon bras. Dans les films, on aime bien aussi flinguer à tir-larigot avec un Mac 10. Attention, rien à voir avec un vieux Macintosh, ni avec un McDo. Le Mac 10 est un pistolet mitrailleur chargé de 32 balles de 9 mm Parabellum. J'avais dit 2 double cheese! Sur place ou à emporter? Un Mac 10 crache 500 balles par minute. Si la scène dure 3 minutes à ce rythme, Angelina et Brad auront tiré 6000 balles avec leurs 4 Mac 10. Ça fait quand même 90 kilos de ferraille par terre. Cela signifie que nos deux héros ont amené avec eux près de 90 kilos de munitions. En plus, vous savez combien pèse un Mac 10 chargé? 3,4 kg. C'est le poids de naissance d'un bébé. C'est comme si vous tiriez avec un bébé au bout de chaque bras. J'avais dit à emporter! Angie, ils sont vides. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire, on va en adopter d'autres. Cher Wendy, je vous déconseille vivement d'acheter des armes à feu. À moins que votre poule soit attaquée par les gros bras de The Expandables. Au lieu de vous prendre pour Charlton Heston, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, ma coloc, elle est grave mignonne et j'aimerais trop être invisible pour la voir prendre sa douche, mais je trouve rien sur le net. Tu peux m'aider? Vous avez trop regardé Le Seigneur des Anneaux. Cette aventure avec Gandalf le magicien, les hobbits poilus des pieds et le fameux anneau qui rend invisible, mais c'est pas pour de vrai. C'est du cinéma. Vite, mon anneau! Et là, pouf, le hobbit devient invisible alors que lui, il voit tout. Seulement voilà, pour voir, l'œil doit dévier les rayons lumineux et les faire converger en un point. Donc, pour être parfaitement invisible, il doit être aveugle. Si Frodon voit, ses yeux absorbent la lumière. Donc, bien qu'invisible, on devrait quand même voir de petits points noirs se balader dans le vide. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. C'était une mouche! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Frodon? Je me suis pris une tapette à mouche en pleine poire, Sam. Savez-vous que le docteur Nicholas Hopkinson de l'Imperial College of London a étudié le niveau de vitamine D des personnages des romans de Tolkien en fonction de leur alimentation, leurs habitudes et leur lieu de vie? Ouais, l'excuse bidon pour mater des films au boulot. En gros, les hobbits vivent à la campagne, courent, boivent du vin et mangent du fromage au soleil. Ils sont en bonne santé. C'est pour ça qu'ils gagnent à la fin. Les méchants qui vivent dans des grottes, eux, sont agressifs, poilichons et ressemblent à E.T. Donc ils perdent à la fin. Une carence en vitamine D augmente le risque de fracture ostéoporotique. Pas étonnant qu'ils perdent leurs bras dans Star Wars. Ils voient jamais le soleil. Ah, mon bras! C'est ta carence en vitamine D. Tu devrais faire une cure, Luc. Hé, t'es pas mon père.
Justement, Vous allez dire, ouais, les méchants, ils sont tous moches et vivent dans le noir. C'est le cliché des vilains. C'est vrai, car l'inverse serait vraiment perturbant. Qui veut du thé? Mais à propos, vivre dans l'obscurité avec une alimentation pauvre et peu variée, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah non, je veux trop pas finir comme eux. Vite, de l'air. Alors, plutôt que de chercher à être invisible pour me voir sous la douche, ça fait plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais vous mourrez quand même. Prof, c'est un certain Ryan qui veut savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment se battre avec des sabres laser. Ah, ça, c'est pas demain la veille. Désolé, Ryan, c'est pas demain la veille. Bon, c'est dommage. Un sabre laser, c'est trop cool. Ça pourrait être vachement utile pour couper nickel des tranches de saucisson. Oh, Nathanaël, tu ne peux pas utiliser un couteau comme tout le monde. Bah oui, le laser, c'est de la lumière. Et un rayon de lumière ne s'arrête jamais. Donc, le faisceau de ton sabre est sans fin. Ah bah oui, mais dans Star Wars, quand il dégaine le laser, il s'arrête là. C'est un trucage, voyons. saloperie de Made in China. Ouais, je croyais que la force était avec moi. Mon pauvre vieux, rien que pour faire un petit trou d'1 centimètre carré dans un corps humain, il faudrait une énergie de 50 000 joules. Ben oui, Chewbacca, ça tiendrait jamais dans un manche de sabre. Même en tassant un peu dans des petites bonbonnes. Un laser digne de ce nom fonctionne avec un mélange de gaz fluor et hydrogène. 1 kilo de ce mélange ne produit qu'une toute petite salve de 50 joules. Ça brûle même pas mon kimono. Tu parles! Pour alimenter un laser de la mort qui tue, faudrait avoir carrément un réacteur nucléaire dans le dos. Nathanaël, je suis ton père. Bah, ça fait pas de bruit. Normal, ce ne sont que des photons. On n'a jamais vu des faisceaux de lumière qui se croisent en faisant... Quand un laser rate sa cible, le faisceau va se perdre dans l'espace à la vitesse de la lumière, jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Ça s'est bien passé à l'école, Clarky? Oui, maman. Dans l'armée, il existe des lasers ultra précis qui servent à guider des missiles et d'autres à aveugler des pilotes de chasse jusqu'à 5 km de distance. C'est le cas du ZM-87. 35 kilos et sans les batteries. Ah! Roger! Roger! Tu vois plus rien! Enchanté, Roger. Moi, c'est Professeur Moustache. Oh, la belle bleue. Voilà, Ryan. Couper ton saucisson au sabre laser, tu oublies. Ça demande beaucoup trop d'énergie, à moins de s'appeler Superman. Merci, petit. Et au lieu d'essayer vous-même de couper du saucisson à l'œil, allez sur Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, bête-moi, vous mourrez. Mais bon, vous quand même mourrez. Cher prof, ça vous dirait de venir dans mon labo pour voir des robots qui réfléchissent tout seuls? Je vous attends. J'aime bien visiter les labos. Ravi de vous accueillir, professeur. Je suis Benoît. Et moi, c'est Moustache. Il y a toujours des questions qui énervent les scientifiques. Soit qu'elles leur paraissent stupides, soit qu'ils les ont entendues déjà 10 000 fois. Alors les gars, en robotique, c'est vrai que les Japonais sont les plus forts? Non, enfin, c'est vrai que ce sont de super programmateurs. Ils ont par exemple conçu un robot qui joue du violon. Bon, il ressemblait certes à un alien, mais techniquement, c'était très fort. Seulement, mets-lui un violon plus petit ou autre chose dans les pattes. Il ne saura pas s'adapter. Il appliquera bêtement son programme. Nous, on veut justement faire le contraire. On veut que nos robots apprennent par eux-mêmes qu'ils s'adaptent. Avance, petit robot. Mais comment? Vous ne m'avez même pas programmé pour... Eh ben, démerde-toi. Pour apprendre à rouler, nos robots vont essayer de lever une de leurs roues, la faire pivoter, et au bout de 4000 essais, si ça le fait avancer, il est récompensé. Je roule. Mais au fait, comment vous récompensez un robot? Ah, je lui dis qu'il ira au paradis des robots. C'est là qu'on aborde la deuxième question qui tue. Mais à quoi ça sert? Ah, en cas de problème, une roue qui se coince par exemple, le robot tentera de se débrouiller tout seul. Au lieu de rouler, il essaiera de marcher. Marche, petit robot.
Cet auto-apprentissage serait très utile aux robots explorateurs de la NASA. Cette dernière a eu un souci avec Spirit, un des robots envoyés sur Mars. Slowly, Bill. Kiss my ass, John, ok? I am the best. Il a été guidé droit sur un caillou et depuis, il est coincé sur Mars. Kiss my what? Et Terminator, c'est pour bientôt? Terminator, c'est pas gagné. Rien qu'au niveau de la marche bipède, la robotique n'est pas encore au point. Il existe bien Asimo qui mesure dans les 150 cm. Sarah Connor. Oui? Seulement, il ne marche qu'à 1 km/h. C'est ça, fuis, petite sotte. M'en fous, je vais te rattraper en moto. Ah, merde, une marche. Oh, ah. Hélas, les robots ne sont pas encore très au point pour ce qui est de descendre les escaliers. Ben, en effet, c'est ce que je vois. Alors, plutôt que de rêver à un monde robotisé idéal, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, il paraît que les dinosaures étaient en fait des gros lézards couverts de plumes. C'est vrai? Voilà enfin une question pertinente. Au 19e siècle, on représentait les dinosaures comme de gros lézards pépères vautrés dans leur marécage. Heureusement, au 20e siècle, les illustrateurs leur donnèrent plus de vie. Grâce à de récentes recherches, on sait maintenant que certains dinosaures avaient des plumes. Alors attention, quand on dit plumes, on devrait plutôt parler de duvet tout doux. Autant vous dire que le prochain Jurassic Park sera terrible. Direct! Je peux pas, Chris, il est trop cute. Piou, piou. En revanche, on a découvert des fossiles qui avaient en plus du duvet leur servant d'isolant thermique, des plumes dures sur les pattes antérieures. On en a déduit que ces plumes s'étaient développées chez les dinosaures qui vivaient perchés. Ainsi, ils auraient eu l'avantage de pouvoir voler ou planer. Écoute, Christine, j'ai comme une pulsion. Je vais tenter un truc, là. Je le sens bien. Hop! L'autre hypothèse est que ces ailes primitives auraient servi aux dinosaures à s'envoler. Miam, miam. Ou à grimper pour attraper des proies. T'es trop en avance sur ton temps, Steven. Mais toutes ces suppositions sont tombées à l'eau. Car pour valider l'une ou l'autre de ces hypothèses, le petit de l'ornithomimidé aurait dû lui aussi avoir des plumes dès son plus jeune âge. Comme chez le bébé pigeon, pour qui il est vital de pouvoir voler le plus tôt possible. Or, on a découvert que les plumes de l'ornithomimidé juvénile n'apparaissaient que plus tard, à l'adolescence. Alors, on devient un homme. On a les plumes qui poussent sous les bras. Arrête, maman. Oh. Ce qui prouve bien que ces plumes avaient une autre fonction que celle d'assurer sa survie. Oh, professeur! Conclusion, les plumes seraient apparues il y a 150 millions d'années sous forme de duvet comme protection thermique. Puis, les plumes à tiges sont apparues, mais seulement pour l'apparat des mâles. Vas-y, mademoiselle. Je vous présente ma dernière découverte qui mérite bien un petit Nobel. Le premier cas de dino siamois que j'ai nommé l'ornithonunu. Bravo, professeur! Au lieu d'imaginer des dinosaures à plumes détruire le monde, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.